Nous allons maintenant nous diriger vers un point très important de la vie d'un fighter. Il s'agit de la préparation du combat. Alors j'ai la chance, comme vous l'avez vu, d'être avec des témoins exceptionnels. D'un côté un fighter et de l'autre un entraîneur. Alors je vais donner, comme d'habitude, la parole à l'entraîneur d'abord, parce que... Les plus vieux, c'est ça, les plus vieux. Hein. je ne vais pas débuter sur ce terrain-là, mon cher Daniel. Pas de problème. Alors vous savez, mon talent de la simplicité, donc la première question toute simple, c'est quoi une bonne préparation pour vous? En quelques mots. Bon, déjà une bonne préparation, il faut être bien entouré, avoir des bons sparring, être tout le temps avec le même coach, ça c'est important. Pas aller trop. Bien sûr, on peut s'entraîner à droite à gauche, mais toujours être guidé par la même personne. Ça c'est important, qui vous connaît bien. Une chose, il faut savoir que, bon, je prends le cas par exemple de la France, il faut en fait être tout le temps entraîné. On ne peut pas s'arrêter. C'est pas je m'arrête de m'entraîner, quand il y a un combat, je fais mon camp. Ça n'existe pas. Il faut toujours être entraîné. Pas besoin de se tuer à la salle, mais toujours avoir une bonne condition. Une chose aussi, ça c'est ce que je vais vous dire, c'est ma méthode. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, chacun sa méthode. Okay, ce qui est important, c'est donc d'être bien entraîné, déjà d'avoir une routine d'entraînement. Et on commence à rentrer dans le vif du sujet 6 semaines avant le combat. Moi, ça c'est parce que j'ai vécu des longs camps d'entraînement de 2-3 mois. On voit que le combattant a des risques de blessures, il se fatigue psychologiquement et c'est très dur. C'est très dur, même pour les deux côtés, hein, même pour l'entraîneur. L'idéal, c'est 6 semaines, c'est-à-dire justement entraîner et 6 semaines avant, on commence à travailler plus sur l'intensité que sur le volume d'entraînement. Donc des entraînements plus courts mais plus intenses, avec bien sûr des rounds, des travaux de 5 minutes, il y a un peu de tout, mais je veux dire, c'est sur l'intensité. Sparring, je dirais, dans un camp d'entraînement, un bon sparring 1 fois par semaine. Le reste, c'est des sparring à thème. Encore une chose, c'est ma méthode. Il y en a qui vont vous dire 3 sparring, il y en a qui vont dire qu'ils ne font pas de sparring. Chacun sa méthode. Moi, pourquoi un sparring par semaine? Parce que déjà, des sparring tous les jours, c'est pas bon, hein, ils se blessent. Et aussi, il faut apprendre aussi... Parce que le combattant, quand on le laisse libre, on peut faire ce qu'il veut, il fait ce qu'il aime. Que par exemple, sur des thèmes, on lui oblige, par exemple, je sais pas, tu es sur le dos, tu essaies de te relever, on le met dans des conditions inconfortables. Ce qui peut se passer en combat. Donc c'est pour ça qu'on fonctionne comme ça par thème. Mais en gros, c'est ça, quoi, 6 semaines avant le combat. Est-ce que Gaël Grimaud, vous vous retrouvez dans cette réponse du coach Voiré? Ah oui, tout à fait. Je peux pas contredire. Pour moi, c'est la même chose. C'est une discipline, c'est un encadrement. Surtout sur une préparation, il faut vraiment une planification. Il faut des gens autour pour encadrer un combattant. Et il faut que le combattant soit encadré aussi au niveau de sa structure personnelle. Donc c'est vraiment un cadre, une structure, une discipline à avoir et sur tout, et un équilibre sur toute sa préparation en fait, que ce soit au niveau de l'encadrement, au niveau de son encadrement personnel, au niveau de sa vie en général. Donc tout ça doit former vraiment un équilibre pour que le combattant soit vraiment prêt au combat. Une préparation de combat, c'est long, comme disait Daniel, on doit être prêt tout le temps. Mais ensuite, il faut se canaliser sur une période de temps. C'est de la planification, c'est une alimentation à avoir, etc. Donc tout ça fait partie d'un équilibre. Alors Daniel, vous nous avez expliqué la règle générale, on va dire, d'un coach. Maintenant, quand on entraîne des fighters comme Anderson Silva, comme Lyoto Machida, quelles sont les choses à personnaliser? Parce que la clé d'un coaching et d'une préparation, c'est la personnalisation. Qu'est-ce qui fait que un fighter comme Lyoto Machida ou Anderson Silva a eu un tel succès? En fait, quand vous commencez à entraîner les tops, hein, déjà, faut savoir qu'ils ont les moyens de vous payer. Donc ils vont s'entourer des meilleurs, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que déjà, ils vont avoir, dans chaque discipline, ils vont avoir un coach. Moi, à ma part, c'était le striking. Quand j'étais avec Lyoto, je m'occupais, ou même Anderson, ou même Endo, je m'occupais du striking.
Striking MMA, bien sûr. Hein. Toujours dans le contexte du MMA. Pas le striking pur, Muay Thai, je reste sur place. Non. Vraiment striking MMA avec toutes les incertitudes qu'il y a dans le MMA. Dans les incertitudes, pardon. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le combattant, il va s'entourer des meilleurs. Au sol, pareil. Il va faire du spécifique. Et à peu près 3 fois par semaine, il va faire des entraînements de MMA. Parce qu'il y a beaucoup qui confondent. Le spécifique à part avec le coach, là où il vous règle sur les distances, sur les techniques, ton bras il est mal placé, tu es trop près, décale-toi, travaille ton cadrage, etc., etc. Là, je parle pour le pied-point, au sol, ça peut être autre chose. Et il y a les cours de MMA où on mélange tout. C'est-à-dire que là, beaucoup de situations, contre la cage, au sol, striking, dos à la cage, une chose que les gens ne travaillent pas, mais quand tu te retrouves dos à la cage, ce n'est pas des cordes, c'est une galère pour striker. Donc des fois, il faut même savoir frapper avec les jambes parallèles. Alors qu'en boxe, on ne te dira jamais de faire ça. Mais la cage, c'est autre chose. Savoir se déplacer dans une cage, plein de choses. Donc c'est ça, ce qui fait qu'ils ont les moyens d'être encadrés. Donc automatiquement, ils passent un palier. Parce qu'en fait, on est tout le temps derrière eux. L'alimentation, pareil. Ils vont avoir un spécialiste de la nutrition. Pareil pour le cutting. Parce qu'ils ont les moyens. C'est ça qui fait la différence avec des combattants qui n'ont pas les moyens. Avec les combattants qui n'ont pas les moyens, on fait du bricolage. Le coach fait tout, fait les bandages, fait tout. Mais quand on arrive au top, même les bandages, tu ne les fais pas. Donc moi, essentiellement avec les tops, je restais dans mon style, qui est le striking. Très bien, c'est clair. Je vais me tourner vers Gaël, on en parlait une fois hors antenne. Quelle est pour vous la part de la psychologie dans la préparation? Alors on va dire dans une préparation, c'est 70% de psychologique parce qu'il faut être prêt à aller au combat, prêt à subir les entraînements et prêt à subir la pression d'un combat. Donc il y a une grosse préparation, c'est aussi de l'entraînement, ça fait partie aussi de l'entraînement. C'est un exercice à mettre en place sur tous les parties du combat qui va être compliqué en fait. Donc Daniel parlait des situations contre la cage, des situations où on est en position de faiblesse, des situations où on est en position de force. Ça fait aussi partie d'une configuration mentale, on va dire, qu'il faut intégrer dans sa préparation pour être meilleur dans le jour J. C'est-à-dire une situation où je suis dans une position inférieure, il va falloir avoir les ressources nécessaires au niveau de son mental pour pouvoir sortir de cette situation-là et reprendre le dessus. Une situation contraire où je suis au-dessus, il va falloir garder son calme parce que le MMA, il y a beaucoup d'émotions dans une cage, il y a beaucoup d'émotions, il y a aussi la pression et puis les lumières, les projecteurs qui sont sur nous. Donc garder son calme quand on est dans une position supérieure et maîtriser ses émotions pour pouvoir finir le combat. Souvent, on voit des combattants qui perdent pied sur une position forte parce que on veut finir le combat, on se laisse submerger par des émotions. Donc derrière, on n'a pas la lucidité nécessaire pour soit canaliser et puis frapper là où il faut ou finir par un étranglement. Donc ça, c'est une partie importante. Il faut maîtriser ses énergies, il faut maîtriser ses émotions pour gagner en fait. Donc ça fait partie aussi d'un travail avant le combat. Ça c'est vrai, hein, quand il parle d'émotion, c'est vrai, on le voit beaucoup de combattants qui perdent des positions parce qu'ils s'emballent alors qu'ils sont en position favorable et vice-versa, qui touchent leur adversaire, qui se jettent littéralement pour terminer le combat, ils se prennent un KO. Et c'est vrai que c'est très dur. C'est vrai que le côté psychologique dominer ses émotions avant le combat et pendant le combat, c'est compliqué. Racontez-nous la préparation du match de Dan Henderson contre Fedor, parce que vous étiez dans le coin justement d'Henderson. Comment ça se passe la préparation d'un tel match? Ben Dan, lui, il ne change pas ses préparations. Dan, c'est toujours la même chose. Hein. Dan, lui, pour vous dire, il faisait dans sa prépa, il faisait du sol 1 fois par semaine. De la lutte, je voyais très peu, sauf quand il a combattu Racheven, où il faisait pas mal de luttes. Il avait ramené un champion olympique, médaille d'or, un jeune costaud, là, terrible. Parce que bon, Racheven, il aime bien lutter. Mais contre Fedor, non, même chose. 1 fois par semaine, il faisait du sol. Et on faisait le sparring le vendredi. Parce qu'il aime quand même, Dan, il aime bien se friter.
D'ailleurs, il mettait beaucoup de KO avec du 16. Hein. Ah, il est dangereux. Il en a mis des gars KO. Hein. Je vais vous en faire une liste. Enfin bref. Et il s'entraînait et il faisait surtout des entraînements de MMA. Il travaillait beaucoup contre le mur, contre la cage. Et toujours avec des gants de MMA. Parce que pour lui, et moi je le rejoins là-dessus, en fait, tu combats avec des gants de MMA, c'est vrai. Et en fait, ce qui est important, c'est les situations. Il faisait de la prépa physique, mais 2 fois par semaine, pas plus. Truc très léger. Quoi, très léger? Non, c'était dur, mais je veux dire, par rapport à certains combattants qui font 4 fois par semaine, je trouve que c'est un absurde. Parce qu'en fait, ils peuvent reproduire ce qu'ils veulent dans la cage. En prépa physique, ils ne vont jamais reproduire vraiment, par exemple, une défense contre un mur face à un gars. Donc, lui, Anderson, c'était vraiment old school. Il travaillait vraiment ce qui se passait dans la cage. Tout ce qui se passait dans la cage, Anderson le travaillait dans sa prépa. Et il arrêtait une chose importante, il arrêtait de boire. Non, mais ça c'est vrai, parce que Dan il tisse pas mal, il arrêtait de boire quand il commençait son camp. Parce que lui, il boit beaucoup avant et après. Il faut savoir que d'eau, même... bien sûr. Hein? On parle d'eau, bien sûr. Oui, d'eau. C'est-à-dire que lui, même quand il a combattu, qu'il gagne ou qu'il perde, déjà son frigo il est plein, ça va être la fête, il appelle les combattants, et ils vont se déchirer la tête. Ça c'est Dan, c'est un cow-boy. Hein. Et donc il a arrêté de boire pendant 2 mois. Et pour la petite histoire, il faut savoir que quand il a combattu Fedor, parce que Fedor, il combattait en poids lourd. Donc il combattait en poids lourd, il n'était pas au poids Dan. Parce que Dan, il n'est pas très gros, en fait, il fait 90 kilos, il ne grossit pas. Il a été obligé de boire beaucoup d'eau, parce qu'il y a une catégorie minimum pour rentrer en poids lourd. Je crois que c'est au-dessus de 93, 94, je ne sais plus. Ouais. Et il a été obligé de boire de l'eau pour faire le poids. Donc, mais ça prépa, non, tranquille. C'est pas... Au contraire, il aime les défis, c'est ce qu'il disait, quoi. Il aime les défis. Et ce combat, je crois que c'est le combat qui m'a le plus impressionné. Parce que j'étais avec lui dans le vestiaire à l'époque, et au moment du combat, et je me rappelle, il était là et tout, il aime bien se frapper comme ça, il se frappait comme ça, la tête et tout. Et il me disait, t'inquiète pas Daniel, je te sens nerveux, t'inquiète pas. Et quand on est rentré, ceux qui ont vu le film Rocky contre le Russe, je me rappelle voilà. Sauf que là, c'était le contraire, il était aux États-Unis, le Russe, et quand il est rentré dans la cage, il criait, tout le public criait USA, c'était un truc hallucinant. Ouais. Je n'oublierai jamais cette vision. Fedor d'un côté, Dan de l'autre, ils ne parlent pas, ils se regardent, il n'y a rien qui se passe. Et d'un coup, bagarre. Là, il n'y a plus de coaching. Pour vous dire la vérité, en fait, tu n'as pas le temps de coacher. Tu regardes, tu les vois se taper. Quand ils se séparent, là, tu lui dis, Dan, récupère, respire. Mais après, et c'est reparti. Et là, il le met KO. Incroyable. Donc, franchement, c'était un combat incroyable. Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup pour ce débat. J'espère que vous l'avez apprécié tout comme je l'ai apprécié. Allez, on enchaîne avec le reste de l'émission.